et esquiver le micro, et voilà, et les visuels ici. Donc, Lionel, c'est à vous, donc docteur CGV Covid, mais pas que. Hein. Donc, bonjour, merci à vous de l'invitation. Je vais un peu vous relater ce qu'on a vécu, nous, en fait, une vision d'un médecin urgentiste et un réanimateur dans cette crise. Juste pour revenir un peu sur l'historique de cette crise, pour beaucoup, elle a été découverte au mois de janvier, février plutôt, même février-mars. Pour nous, au SAMU de Paris, elle a été découverte bien avant. Je me permets de vous rappeler qu'on a quand même été chercher, nous, les Français, à Wuhan, avec des avions à traiter. Et là, on a compris l'ampleur de la situation bien avant, puisqu'on avait des médecins qu'on avait formés en France, qui travaillaient là-bas, dans les hôpitaux, et qui nous avaient informés de la situation. Et donc, on commençait très vite à prendre conscience de ce qui allait nous arriver, très bientôt. Et on a commencé à travailler très vite sur ce sujet-là, dans plein de circonstances. Et quand ça nous est arrivé, on avait déjà réfléchi à certaines choses. Et donc, après, il a fallu faire face à ces très nombreux appels qui vont arriver au SAMU. Ça va être la première phase de la prise en charge de cette crise, va être les appels, finalement. Ça va commencer très doucement, comme Christine vous l'a dit, avec une procédure relativement lourde qui venait en fait de plans qui avaient été étatisés depuis un certain temps, des plans qu'on appelle COREB, en lien avec le COREB, et qui avaient une filière de soins assez particulière, puisque quand on avait un appel, le médecin du SAMU prenait l'appel, appelait, comme on vous a dit, l'ARS, puis ça revenait, puis on va appeler le centre, et c'était assez compliqué. Rappelons-nous quand même qu'à cette période-là, le virus n'est certainement pas aussi bien connu qu'aujourd'hui. D'où les transferts en vue, les compagnies, puisqu'il fallait protéger nos soignants avant. Puis petit à petit, les appels vont grossir de manière très très importante avec un pic le 13 mars, en gros, et des appels qui n'arrivent même plus à aboutir dans les familles pour des raisons techniques. Donc il va falloir s'adapter. Ces raisons techniques, c'est tout bêtement, les lignes sont complètement saturées. Pour vous donner un ordre d'idée, avant la crise, on était en mesure de prendre matériellement, physiquement, par les lignes téléphoniques, 24 appels en même temps, arrivant à la même millième de seconde sur le standard. Et ben, on a dû passer à 150 appels en même temps, à la même millième de seconde. On a reçu plus de 90 000 appels le 13 mars en France, dans les SAMU. Les autres services de secours n'ont pas du tout été débordés comme nous, puisque je vous rappelle que les consignes départementales, comme nationales, ont fait appeler le 15, d'où cet afflux d'appels. Pour vous donner des ordres d'idées plus proches de nous, parce que c'est un peu difficile d'avoir la valeur. Aujourd'hui, avant la crise, on est à peu près à 2500 appels jour sur le SAMU de Paris. Ce soir-là, on est à plus de 10 000, 13 000 appels qui vont arriver sur le centre de terrain. Et donc, il va falloir les gérer, ces appels. Et donc, on va très vite mettre en place des systèmes d'adaptation. Ces différents systèmes d'adaptation vont être multiples. Ces adaptations, elles vont être soit par des personnels qu'on va devoir faire venir, en plus, et former sur un temps record certains personnels, et les personnels qui sont apparus être évidents pour nous, les étudiants en médecine, qui ont des compétences qu'on a pu rapidement former à faire des tâches extrêmement simples de triage avant d'avoir une transversion. Vous voyez par exemple qu'en termes, là sur une des photos, l'augmentation des salles de régulation, on a dû en gros tripler nos capacités informatiques pour pouvoir gérer la crise. Ça paraît évident comme ça. Je vous rappelle qu'on est en pleine crise, qu'il n'y a plus de matériel qui arrive de Chine. Il va falloir trouver des ordinateurs, des câblages et compagnie pour être sur un serveur dédié pour pouvoir réaliser cette régulation. Donc on va augmenter nos nombres de personnel, augmenter physiquement la classe, augmenter techniquement le nombre d'appels entrants et changer nos procédures. Et ça, c'est pas si évident que ça, de changer de procédure en pleine crise. Pour la première fois, les SAMU en France vont faire la technique du décrocher-raccrocher. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, quand vous appelez SAMU, vous êtes pris en charge, puis vous allez suivre votre appel. Là, ce qu'on faisait, on identifiait l'appel, c'est pas grave, et bien on va vous rappeler quand on pourra, en gros. Ça pourrait être 1, 2, 3 heures, 6 heures, 12 heures plus tard, en disant bien évidemment aux gens de nous rappeler, et ils recevaient d'ailleurs des SMS pour être sûr que tout aille bien. Donc, ce phénomène de décrocher-raccrocher va permettre d'absorber beaucoup plus d'appels qu'auparavant, et on va mettre en place par exemple la visio pour évaluer les gens. Plein de choses comme ça vont permettre de changer les pratiques et donc d'améliorer la prise en charge. Et l'une des priorités dont on n'a pas encore parlé, c'était ce fameux patient Covid-.
comment traiter à niveau égal nos patients habituels, car pour nous, il était inimaginable qu'il y ait de la perte de chance pendant cette crise. L'une des solutions qui a été très rapidement mise en place est un serveur vocal interactif. Quand vous appeliez, on vous demandait est-ce que vous appeliez pour le Covid. Si c'était le cas, vous arriviez dans une salle spécifique. Si vous ne disiez pas que c'était pour le Covid, vous étiez pris en charge comme n'importe quelle urgence pour éviter toute perte de chance aux patients. Je ne dis pas que les premières 24-48 heures avant qu'on mette ces systèmes en place, ça n'a pas été compliqué. Mais aujourd'hui, après une analyse, on ne peut pas dire qu'il y a eu des pertes de chance par rapport aux appels entrant au CEP. Je vous interromps juste 30 secondes, je crois que c'est important de le dire, parce que les perceptions externes, je veux dire, les nuls externes, c'était leur grande peur, c'était de se dire tout va être sur le Covid et les autres. Alors, en fait, c'était pas vraiment une grande peur parce que les gens n'appelaient pas. Les autres, on a vu toutes les maladies chroniques, graves ou quoi que ce soit arriver à des stades beaucoup plus graves. Christine en parlait parce qu'elle l'a vu aussi, on a la simple appendicite qui allait à l'hôpital d'habitude au bout de 6 heures quand il a mal au ventre, elle arrivait 3 jours plus tard dans un état grave. Et ça a été l'un des grands problèmes. Et pourtant, les gens étaient correctement pris en charge et on avait des filières dédiées spécifiquement pour ces patients-là et on ne les a pas vus. L'un des points qui nous a le plus frappé, on n'a pas vu d'infarctus pendant le mois de confinement. On ne sait pas où ils sont. On les a perdus. Donc, il y a une vraie question là-dessus, de filière de soins, mais on essaie de la préserver quand même au maximum. Il y a eu donc cette problématique sur les centres de réception et de régulation des appels, donc cette augmentation qui a nécessité une adaptation. Et c'est le premier marqueur de la crise. Il faut savoir que quand ça a explosé au 13 mars, en gros, 15 jours plus tard, c'est l'hospitalisation qui va se prendre la vague. Cette vague, elle va arriver 15 jours plus tard. Le problème ne va pas tellement être l'hospitalisation classique, on pourra en reparler pour la deuxième vague, qui va être le problème du jour maintenant. C'était la réanimation, d'avoir des postes de réanimation suffisants. Les réanimations vont s'adapter de manière multiple. Ces adaptations vont devoir augmenter les capacitaires, on en reparlera. On va augmenter nos capacités au maximum, on va faire venir des personnels comme Christine ou de toute la France pour nous aider en réanimation, en étalant les tâches, bien évidemment, en fonction des qualités de chacun, ce qui a été quelque chose de formidable. Et puis, à un moment, ça a commencé par l'Est, on est arrivé à saturation. Cette saturation, malgré les renforts, malgré l'augmentation des lits, elle est là. Et on va devoir prendre une décision qui est grave et qui est politique, d'ailleurs, au départ. C'est de décider pour des patients qui sont extrêmement graves, comme vous pouvez le voir sur cette photo, extrêmement techniqués, de les transférer. Et sur le plan éthique, ça va être la première fois en France qu'on va transférer des malades, pas pour leur bien propre, parce que le plateau technique était bien, ils sont dans un lit de réanimation, mais pour la collectivité, pour qu'on puisse prendre en charge d'autres patients. Et donc c'est pour la collectivité que ces transferts vont avoir lieu. Et donc sur le plan intellectuel, c'est quelque chose qui va être très nouveau. On va mettre la dia suivante, s'il vous plaît. Et en pratique, il va falloir choisir les transferts. Donc on va avoir plusieurs catégories de transferts, par la route en ambulance. On va faire des convois d'ambulance escortés par la police, mais ça va rester très régional finalement, parce qu'on ne peut pas aller si loin que ça avec une ambulance pour des problèmes de réserve d'oxygène, et surtout de tolérance pour le patient. Et on va créer deux autres choses. La première chose, un hub à Orly. Rappelez-vous, plus de trafic aérien du tout. Orly est fermé. Nous avons donc Orly à disposition. On va créer un hôpital de campagne dans Orly, où les patients vont être, entre guillemets, j'allais dire stockés, mais mis en attente dans ce hub, et on va réquisitionner tous les moyens qui volent qui peuvent mettre un patient allongé dedans. L'armée va nous aider là-dessus, des hélicoptères. Le problème de ce hub de Orly, c'est que ça va demander une coordination entre l'arrivée du patient, qui va devoir peut-être traverser toute l'Île-de-France pour certains moments, pour mettre finalement peu de patients dans chaque moyen, avec relativement beaucoup de personnel médical dedans. On est en pleine crise, chaque personnel doit être épargné au maximum. Et donc vient l'idée, pas saugrenue et certainement pas pendant la crise, pour beaucoup c'est arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. C'est quelque chose qu'on avait travaillé, qu'on avait beaucoup travaillé, on va y revenir. La SNCF, avec ses TGV, eh ben, c'est 700 TGV en France, alors qu'ils ne font que du passager, hein, il n'y a plus de trains postaux, ça n'existe plus en France sur les TGV en tout cas, et il y a 230 gares au cœur des villes, donc ce qui évite tous les transferts. Et la France a été révolutionnée en termes de temps de trajet par ces TGV, et qui va rendre finalement des villes kilométriquement lointaines, très proches, avec une qualité de soins possible dans ces trains. C'est pas venu comme ça, cette idée. Elle est déjà relativement ancienne.
faut se rappeler que les premiers trains sanitaires militaires, c'est fin du 19e. Et ils vont être utilisés pour la première fois dans la Première Guerre mondiale, avec finalement, quand on relit j'ai ressorti les comptes rendus de la BNF sur les trains militaires, les mêmes contraintes logistiques que nous. C'est-à-dire qu'ils vont devoir s'arrêter, il va y avoir un médecin, il va falloir allonger des gens, trouver des bonnes gares pour pouvoir s'arrêter. Et en fait, cette idée vient en 2019, en mai 2019, on a une idée un peu folle avec la SNCF de dire, pour un attentat, s'il y a un attentat dans une ville moyenne, nous ne pourrons pas avoir autant de ressources hospitalières que ce qu'on avait eu nous en 2015 pour les attentats au Bataclan. Et donc on s'était dit, comment on peut transporter rapidement beaucoup de patients vers Paris, là où il y a beaucoup de ressources, en tout cas médicales, et le train nous paraissait une bonne idée. Et donc, cette idée qui paraît folle à ce moment-là pour beaucoup de gens, le 20 mai 2019, dans la nuit, on va faire un train qui va évacuer des gens de Metz, c'était peut-être prémonitoire, vers Paris, pour voir comment on peut gérer ça. Et donc, on a vu tous ces points logistiques qui paraissent complètement fous, comment attacher un brancard sur des fauteuils, comment soigner les gens. Donc en gros, vous avez fait quasiment de l'expérimentation action en réel pour monter le programme. Oui, c'était clairement c'était une anticipation, une vision de la situation. Mais on n'en était pas notre premier coup. Je me rappelle que le matin des attentats, on avait fait une simulation d'attentats multiples dans Paris aussi. Donc on ne fait plus d'exercice depuis, on a trop peur. Bref, donc suite à cet exercice, quand on était saturé dans l'Est, on s'est dit, on va avoir des morts parce qu'on ne voulait certainement pas arriver à une situation qui pour nous est terrifiante en tant que docteur, c'est choisir. Choisir un patient vis-à-vis d'un autre. Et ça, je vais être très clair là-dessus. Pour moi, dans la première vague, tous les patients qui ont nécessité d'aller en réanimation y ont été. Ils ont tous été en réanimation, ceux qui avaient besoin. Oui, il y a des gens qui n'ont pas été en réanimation, mais c'était un choix médical justifié pour plein de raisons. Et aujourd'hui, peut-être que ces patients, même avec plein de places, n'auraient pas été en réanimation aussi. Donc il ne faut pas mélanger les concepts, et très clairement, c'était ce qu'on ne voulait pas, arriver à ce triage, et la décision politique donc va tomber, de nous demander est-ce qu'on est en mesure de faire ces évacuations sanitaires vers des régions qui sont moins touchées. Sur cette première vague, il faut bien comprendre qu'on avait une petite chance, c'est qu'il y a eu un asynchronisme dans le virus en France. L'Est et l'Île-de-France étaient très touchés, mais le reste de la France était particulièrement pas touché. Ce qui va nous permettre d'agir directement et de transférer vers ces ressources-là. Et donc le train va être mis en place avec une très très grande collaboration de la SNCF. C'est un travail qu'on n'imagine pas. Hein. C'est 200 personnes de la SNCF sur chaque train qui sont mobilisées. C'est 2 trains collés l'un à l'autre, des groupes électrogènes dans le premier train. Tous les passages à niveau sont gardés par la police pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. C'est une gestion monumentale de l'affaire pour transférer 24 patients par train. 24 je vous arrête 30 secondes pour peut-être pour une question qu'on vous reposera tout à l'heure, mais ce qui me frappe aussi dans tout ce que vous exposez là maintenant, c'est le souci et le soin que vous avez, je dirais, finalement de l'ensemble des acteurs qui sont au tout début. Ce que vous le soulignez, c'est finalement c'est des acteurs non médicaux, ceux qui sont au bout du fil et qui prennent les appels. Là, sur ce qu'est la constitution de l'équipe, par exemple, à Orly, vous nous parlez du hub qui se constitue, et donc de l'ensemble, encore une fois, des acteurs, et qui ne sont pas forcément des acteurs strictement hospitalier. Donc je me rends compte, si je peux me permettre, que le titre que j'ai donné et qu'on a donné, il est vraiment un peu petit, quoi, un peu étroit pour ce qui est l'ensemble de votre spectre. Et là, ce que vous dites aussi sur ces actions-là, c'est mobiliser finalement un ensemble d'autres acteurs. Et moi, ce qui me frappe, c'est que médiatiquement, puisque par exemple, moi je suis un peu l'élu là que sont tous les gens qui ne connaissent pas ce type de truc, c'est à quel point finalement, vous avez interagi avec constamment d'autres acteurs, et ça, je pense que c'est une chose à vraiment mettre en avant. Ça sera un peu votre partie tout à l'heure, Jean-Marie, là-dessus, mais je pense que c'est un point très important. Pardon de souligner ça, mais pour nous, on a souvent tendance à segmenter les choses et à voir les établissements de santé en dehors de leur environnement, et là, ce que je qu'on touche du doigt de façon très très précise, c'est justement cette capacité de mobilisation et d'irradiation que vous avez sur tout votre environnement. Pardon, voilà. On ne peut pas gérer ce type de crise seul dans son coin. J'en ai pas parlé, mais la communication a été au centre de nos préoccupations depuis le départ. Pour vous donner un ordre d'idée sur la régulation médicale, tous les matins, nous faisions une conférence des 8 SAMU de l'Île-de-France, d'1 heure, pas plus, parce qu'on n'avait pas le temps,
pour savoir où on en était et les idées de chacun. Il y en a un qui disait, moi j'ai mis en place un système de SMS pour rassurer les gens. Ah bah c'est super ton truc, ça m'a fait baisser de 10% mes appels. Ok, on le met en place partout. C'était ça, cette communication. Et un outil qui était nouveau pour nous, le WhatsApp. WhatsApp de groupe, crypté, pas mieux. Il n'y a aucun outil d'État aujourd'hui qui permet de communiquer aussi bien que WhatsApp. C'est très triste à dire, mais aujourd'hui, on est dépendant de ça. On a fait des groupes, on a 20 groupes, maintenant chacun dans notre téléphone, sur ces WhatsApp, qui permettaient de communiquer avec tous les acteurs. Chaque train, par exemple, avait son WhatsApp, avec des gens de la SNCF, de la gare d'arrivée, de départ, des hôpitaux qui partaient, des hôpitaux qui arrivaient, le chef de train, tout ça. Et l'information passait en temps réel. La transmission de l'information en temps réel pour la gestion de crise est indispensable. C'est la clé de la gestion de la crise. Oui, c'est ce qu'on voyait, si je peux me mettre par parenthèse, l'autre jour avec Jacques, on a pu faire la même chose, ça c'est le truc de base, c'est ça. Pardon, voilà. Donc voilà ces trains, c'était une logistique monstrueuse, vous voyez le nombre de bouteilles d'oxygène, mais cette logistique est d'autant plus compliquée que vous êtes dans une situation de crise où les bouteilles d'oxygène, vous ne les trouvez pas comme ça. Que le respirateur pour mettre sur un patient, vous ne le trouvez pas comme ça non plus. Donc il y avait cette coordination entre les centres et donc toute la volonté était de dire on prend des équipes d'endroits où il n'y a pas de crise pour aller dans les endroits en crise, pour soulager les gens en crise. C'était hors de question de leur donner un travail supplémentaire. Pour vous donner un ordre d'idée, vous avez tous pris un TGV. Dans chaque rame de TGV, chaque wagon de TGV, il y avait 4 malades de réanimation en bas. Le haut était notre salle de logistique et de détente aussi, parce que les plus grands trajets ont fait 7h 955 km. Donc c'est quand même des dimensions très très grandes. Ce qui fait présager que cette théorie peut nous amener à aller en dehors de la France si besoin. On peut être européen et avoir une vision européenne. Notre train sanitaire, en tout cas, donner des idées. Les Espagnols viennent d'en construire un. Il y a plusieurs pays qui commencent à réfléchir très sérieusement à ce moyen de transport. Et pour 4 malades, on a... Quand vous dites ce moyen de transport, ça veut dire aussi avoir une forme d'équipement quasi pérenne, enfin semi-pérenne ou... Alors moi je suis très opposé au train sanitaire permanent. Ah ouais, d'accord. Ça n'a pas d'intérêt. C'était la question que je voulais vous poser, ouais. À mon sens, ça n'a pas d'intérêt. Pourquoi? Parce que la rotation va faire que ça ne va pas marcher. L'autre chose que vous allez l'équiper, bon là on est en plein dedans, c'est super le train, nanana, mais regardez ce que cette deuxième vague, on ne va pas pouvoir en faire parce que toute la France est touchée. Donc on va équiper un truc pour une fois, avec un matériel qui va être périmé. Donc c'est du ad hoc. C'est du ad hoc, mais on peut l'anticiper. Avoir un stock de matériel disponible en permanence pour le transfert, qu'on mette dans un train, dans un autobus, dans un avion ou dans quoi que ce soit, là il y a une idée. Et un mode d'emploi pour chaque moyen. Et c'est pour ça qu'on a fait un rétex extrêmement précis de ces trains-là. Et on a formé des gens pour dire que maintenant, au niveau national, le transport par TGV est un des outils de la crise. Et c'est ce qu'on avait fait dans cet exercice déjà. Cet exercice, un an avant, nous avait permis de voir toutes ces problématiques-là. Et donc, 4 malades étaient traités par 2 docteurs, 4 infirmiers et un logisticien. Donc le rapport de soignants-malades était de 1,7 en moyenne, ce qui fait que c'était un très très bon rapport. Pour vous donner un ordre d'idée, 24 malades qui déplacent, c'est une réanimation pour une ville entre 100 à 200 000 habitants en France quotidiennement. C'est-à-dire qu'on transportait vraiment un service complètement. Donc on était vraiment, tout le plan médical, c'était le drainage d'un abcès. On libérait ces lits-là. Et pour nous, chaque lit qu'on a, je pense, libéré, c'est une vie de sauvée derrière. Il n'y a pas de polémique à avoir là-dessus. Clairement, aujourd'hui, quand on partait, avant même d'arriver à destination, la moitié des lits libérés, c'est-à-dire 12 sur 24, étaient déjà occupés. Avant même d'arriver au débarquement. Ce qui montre bien l'intérêt de ce train-là. Alors, je vous arrête encore là parce que je tombe sur un mot de votre présentation qui dit un docteur junior. Ce sera peut-être tout à l'heure l'une des choses à voir, c'est comment vous avez justement mobilisé ces juniors parce que les faire monter en première ligne. En fait, il n'y a pas eu tellement à les stimuler. Ils voulaient jouer, j'allais dire. Non, c'est pas un jeu, mais c'était normal. Ils sont médecins, on les forme pour ça, les urgentistes et les réanimateurs. On les forme pour aller soigner des gens. On en reviendra sur cette notion de héros ou pas. Je pense qu'en deuxième partie, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qu'on a eu du mal, nous, à percevoir, en fait, finalement. Donc ces trains ont permis quand même de libérer de l'espace en France de manière très, très importante. Et après, vous voyez que pendant les transferts, donc c'était quand même quelque chose d'assez spectaculaire. On a développé des choses en lien très, très clairement avec la SNCF. Vous pouvez voir sur la photo en haut à gauche, les premiers trains sur la photo de gauche, les patients sont posés sur les dossiers des fauteuils.
On va revenir de notre premier train sanitaire réel et on arrive au technicentre de la SNCF où on doit tout sortir, nettoyer et compagnie. On parle avec... ils étaient tous volontaires à la SNCF. Il y a eu beaucoup plus de volontaires que de places disponibles pour des agents de la SNCF. Un engouement, une participation à l'effort de guerre, hein, je vais employer les mots du président, très forte, extrêmement forte. Et vraiment super agréable de travailler avec eux. Et puis ils nous disent, alors comment ça s'est passé? Puis on leur explique, oh, ils sont quand même un peu hauts pour travailler, on est un peu haut, nanana. Venez avec moi dans le hangar, docteur. Et si je vous démonte ça, oh, c'est super. Alors on prend un plan ensemble et on va démonter, cocher. Et on fait du coup un mode d'emploi pour tous les autres trains derrière. Quel que soit le technicentre en France, ils avaient le mode d'emploi de qu'est-ce qu'il fallait démonter. Et vous voyez donc sur la même diapositive, sur la photo de droite en haut à gauche, vous voyez que les patients sont beaucoup plus bas. On a réussi à enlever les dossiers. On ne peut pas sur un TGV choisir modifier les wagons, nombre de wagons et compagnie, c'est trop compliqué, c'est pas possible pour des structurels. Ils vont nous démonter par exemple les porte-bagages à l'entrée pour qu'on puisse brancarder plus facilement. Et vous allez voir cette technique de brancardage qu'on avait développée sur l'exercice, qui est une technique de tortue en bas à droite, où vous voyez qu'il y a des gens qui sont pliés en deux, le brancard sur eux, et c'est pour ça qu'on va limiter le poids à 100 kg des patients, parce que c'est pas portable autrement, physiquement, à dos d'homme, sous surveillance médicale sur des patients, comme vous l'avez vu, en réanimation extrêmement lourde. Et on va mettre un sas de décontamination devant les portes vitrées. Là, ça parle à tout le monde, hein, parce qu'on a tous pris un TGV. Je vous avoue qu'après, quand j'ai repris un TGV normal, ça faisait bizarre. Pour la petite histoire aussi, c'est que dans ces trains-là, il n'y avait pas de personnel de la SNCF. Il y avait un deuxième train devant collé, parce que si on percutait, et la grande peur de la SNCF, vous savez, c'est percuter un sanglier. Ah oui, oui, oui. C'est la peur bleue de la SNCF, c'est le sanglier. Oui, mais c'est comme pour les agriculteurs, les dégâts de sanglier, sauf que c'est beaucoup plus dur de se prendre un sanglier. Donc on avait toute une procédure avec un train devant, des coupes électrogènes et tout ça devant. Et donc, eux n'avaient pas le droit, pour des raisons sanitaires, de rentrer dans notre train qui était contaminé potentiellement. Et donc, j'ai été formé avec Christelle, l'autre médecin chef de train, qui était docteur Christelle Dagron. On a été formé à changer des fusibles dans le train, modifier la clim, des trucs. J'ai la clé de la SNCF, je suis très fier de ça. Pour ça que j'en parle. Donc, on a appris ces choses-là, mais c'était innovant dans tout ça. Et donc, on a créé ce sas de décontamination qui permettait de passer de l'étage dit contaminé en bas à l'étage du haut. On était obligé de prendre des duplex parce que autrement on ne peut pas naviguer sur toute la largeur du train. La voiture... Pareil, je arrête 30 secondes. Mais ce qui me frappe aussi, c'est la différence par rapport à ce que disait Christine, la difficulté qu'elle a eue elle-même au début à s'inscrire, j'allais dire comme volontaire, globalement dans le système. Il a fallu tirer plein de sonnettes, alors que là on a l'impression que côté en tout cas de l'entité SNCF, je ne sais pas si Lionel t'es en bout de ligne, mais tu dois boire du petit lait, hein, donc Lionel Giovanelli, SNCF, c'est notre grand bourreau d'exosquelette là-dedans. Mais donc là on a l'impression que c'est parti facilement. Alors moi je ne sais pas la gestion à l'intérieur de la SNCF. Il faut répondre tout de suite en gros. Ah oui, dès qu'on a pu sortir. Mais on avait travaillé avec Madame Jocelyne Krimer de la SNCF depuis l'année d'avant. La notion de ces trains-là. Cet exercice nous avait permis d'avoir par exemple l'astreinte de ce qu'on appelle le DNO, le directeur national opérationnel. On a son portable en régulation parce qu'on est SAMU zonal français. Quand il y a un plan blanc national, c'est SAMU de Paris qui coordonne au niveau national. Donc si on avait besoin d'un train pour un attentat, on avait déjà des engagements de la SNCF de pouvoir nous en trouver en 1 heure. C'est pas quelque chose qui est sorti. Donc c'était très très anticipé, enfin il y a anticipé par des systèmes de crise. Ce que je veux bien qu'on comprenne, c'est que notre métier d'urgentiste, c'est l'anticipation de la crise. Ouais. On doit avoir un train d'avance, c'est le cas de le dire. C'est notre boulot, c'est ça, c'est d'anticiper, c'est de prévoir ces choses-là. Alors, on ne peut jamais tout prévoir, mais d'avoir au moins une solution, une base de la solution qu'on va adapter à chaque cas. On avait fait pour l'attentat, et bon, on l'a adapté pour le biologique, on va dire. Donc on avait ce fameux sas qui nous permettait d'aller en haut, et la voiture bar, qui était ma voiture préférée, était la voiture dite de régulation zonale, où il y avait le chef de train, où on était là, et on vérifiait toutes les identités. Alors, je vous ai passé, mais il y a un plan de train qui était extrêmement complexe à gérer, parce qu'en fait, on va s'y arrêter 1 minute. Si vous regardez les photos, le patient qui est tout au fond, mais une fois que vous l'avez mis au fond, il ne peut pas sortir tant que les autres ne sont pas sortis. Lui, vous faites des arrêts au milieu de votre train, parce que vous allez essaimer. Il va falloir réfléchir que celui qui est tout au fond, c'est celui qui doit aller au bout, mais donc c'est le premier à embarquer. Donc il doit être le moins brave, parce que c'est lui qui va rester le plus longtemps, et qu'il ne va pas falloir qu'il se débarrasse. C'était une équation multiple. Et cette équation multiple, elle prenait du temps parce qu'elle changeait en temps réel. 20% des patients, le matin même à 5 h du matin, étaient annulés, parce que leur état s'était dégradé. Et donc il fallait refaire en temps réel tout ce plan-là. En fait, vous avez une forme de bande passante
de choix, parce qu'il fallait quand même choisir ceux qui étaient susceptibles d'être transportés, qui en plus étaient globalement variables, parce qu'effectivement l'État... Alors nous, on avait, il faut bien comprendre la démarche, hein, on ne va pas tout expliquer, mais on avait des critères de sélection qu'on envoyait aux hôpitaux, à l'ARS locale, on faisait des réunions préparatoires, ça durait... un train, le premier train, il a mis 48 heures à s'organiser, et après c'était en moins de 24 heures, on les préparait sur le trajet du retour pour enchaîner celui du lendemain, en pratique. Donc il y avait toute cette gestion des personnels, donc il y avait un plan qui était millimétrique, mais il fallait donc informer en temps réel les hôpitaux de destination, comme l'ARS, comme les familles, ou le patient allergique. Il y a des familles qui ont vu leurs proches partir de Mulhouse, ils ne savaient pas s'ils allaient finir à Bordeaux, à Poitiers, ou à Bayonne. Ouais. Ils ne le savaient pas au départ, et donc il fallait bien les informer en temps réel. Et donc on s'est transformé dans une régulation de cette voiture. Donc voilà, ces trains... C'est celle où il y a le plus de place, hein. C'est celle surtout qu'on ne peut pas mettre de patients, donc de toute façon on vient l'utiliser à quelque chose. Et donc c'était une utilisation... C'était notre QG où on avait informatisé, on avait mis en place un système radio dans les trains pour se parler d'un wagon à un autre. Voilà à peu près la situation de ces trains-là, qui était donc tout sauf une invention de dernière minute, comme certains ont pu le dire, ils prennent des risques. Non, tout était calculé, travaillé. On est des professionnels de ça. Et c'est pour ça que ça va alimenter notre discussion sur des héros ou pas. À mon sens, non, puisque c'est notre travail. C'est comme un pompier qui éteint un feu, c'est son travail. Et donc, je pense que ces trains ont eu une vertu. Et je pense que, alors pour vous donner un ordre d'idée en France, hein, à la fin, il y a eu 640 malades transférés. Pour la petite histoire, le deuxième département qui a pris des malades, c'est l'Allemagne. Ouais. On l'a oublié, on a fait du transfrontalier, coordination internationale. C'est, je crois, ça a été surtout le marqueur de la résilience et de l'unité. Cette photo en haut à gauche, je l'adore. C'est mes collègues du SAMU de l'Est, Strasbourg et Metz. Et ben on était unis. On parle le même langage. On était tous là pour nos patients. On ne s'est pas posé des questions comme un Américain pourrait... les Américains sont fascinés qu'on ait pu faire ça. Se poser la question qu'un patient aille dans deux hôpitaux différents à New York, ils ne peuvent pas pour des raisons financières. On ne s'est jamais posé cette question-là en France. On ne se l'est pas posée à aucun moment. Il y a eu des discussions, bien évidemment, sur les ressources, de dire, est-ce que la zone où on va transférer des malades massivement à Bordeaux, mais les réserves de Bordeaux vont-elles être suffisantes? Mais c'était logique. Mais c'était vraiment de la résilience. Comment penser? Pour nous, ça nous paraît normal, mais si on se pose, prendre un patient et le transférer à 1000 km de chez lui en pleine crise sanitaire, c'est une marque de résilience et d'unité majeure pour le pays. Et je pense que ça nous a soudés globalement, en tout cas au niveau médical, dans les SAMU et compagnie, sur cet esprit-là. Les gens venaient, pas la fleur au fusil, on ne va pas prendre les mêmes expressions, mais cette résilience, elle a existé, et elle existe encore. Il y a, je crois, ça fait 15 jours, j'étais invité avec les équipes du SAMU, vous voyez, dans un des technicentres de la SNCF, ils avaient même fait une moquette de l'écusson qu'on avait mis Team 19. Ouais, c'est sympa, ouais. Oui, mais ça montre cette unité, cette résilience. Ça montre leur engagement avec. Ça montre l'engagement et la résilience globale qu'il y avait. Ces personnels, ces cheminots ont participé à un effort de guerre. Ils ont participé. Et ça, c'est, je crois, un message qui était extrêmement important dans ces transferts, en tout cas de train. L'autre point dont je peux vous parler aussi, c'est la réanimation elle-même, parce que la réanimation que j'encadre, c'est une réanimation de 8 lits de réanimation et 4 lits de soins continus. On est passé à 24 lits de réanimation. Ça veut dire que vous voyez la salle de réunion, c'est devenu une réanimation. Tous les espaces où on pouvait mettre un respirateur, c'était devenu une réanimation. On est monté donc à 24 lits de réanimation lourds, plus une trentaine de listes de soins continus dans les étages en transplantation, par exemple. C'est donc quelque chose qui était extrêmement impressionnant. Et puis ça demande une réorganisation complète. La réorganisation était vraiment très très importante. Je vais vous donner des ordres d'idées. Puisqu'on n'avait plus de salle de staff, on la faisait dans le couloir du bloc opératoire qui était arrêté. Ça veut dire aussi qu'on avait besoin de personnel. Donc les infirmières de bloc opératoire
eh ben, elles habillaient systématiquement les médecins qui rentraient dans les unités. Vous voyez que l'habillement était complexe et très chaud et très dur à tenir. Hein. On rentrait dans ce qu'on appelait le bocal, c'était la réanimation, 12 heures de suite habillé comme ça. Vous étiez épuisé. C'était un contrat physique. Cet épuisement, on en reparlera pour cette deuxième vague, il a été extrêmement intense. Il a été tellement intense, je peux vous donner un ordre d'exemple. Moi, personnellement, c'est 10 semaines sans aucun jour de repos à 2 à 3 gardes par semaine, sans dormir. C'est donc cet engagement physique, mais ce n'est pas moi uniquement, c'est toutes les équipes étaient comme ça. Nous étions tous dans un engagement complet. Et donc on se réorganisait complètement. Et cette réorganisation, c'est aussi donc ces infirmières de bloc opératoire qui vont habiller les gens pour rentrer dans les salles pour qu'avec la fatigue, ils ne fassent pas des fautes. Ce qui fait que le personnel, par exemple, de moi, de ma réanimation, a eu que très peu de contamination. Très peu. Au SAMU aussi. On a eu d'autres phénomènes. On a eu par exemple les généticiens. C'est très loin du sens clinique. Les généticiens sont venus nous aider. Pour faire quoi? Je vous rappelle que les familles n'avaient pas accès à la réanimation. C'était terrible pour des soignants de ne pas avoir accès à la réanimation. Ce non-accès à la réanimation, ça permettait à ces généticiens d'appeler 3 fois par jour les familles avec des iPads et de faire du FaceTime. Ouais. Ça, on l'a vu dans la presse, effectivement, c'était très réconfortant pour, en tout cas pour les lecteurs et j'imagine aussi pour les proches d'eux, de savoir qu'il y avait quand même un peu de... Il y avait une humanité, il y avait une très grande humanité. Je vous ai pas mis, mais on a des vidéos, nous, j'ai des infirmières qui, malgré leur équipement, font des massages de cuir chevelu à des patients pour du bien-être. Parce que le patient était vraiment au centre de la préoccupation. Et d'ailleurs, cette communication qui n'avait plus avec les familles directement, pour les soignants, ça a été extrêmement dur, parce qu'on leur a volé une partie d'humanité de leur patient. Le patient ne donnait qu'un soin, et c'est très complexe pour des soignants. Et donc, on a probablement tenu beaucoup parce qu'on était une équipe, des équipes très soudées. Je vous ai mis quelques photos, mais aussi dès qu'on avait 5 minutes, et à l'époque, on avait le droit de ne pas porter de masque en dehors. Vous alliez sur le moindre bout de pelouse, vous allongez une demi-heure. C'était le moment de repos. Et puis, il faut parler des associations qui nous ont... Sans eux, je pense qu'on n'aurait pas passé le cap de cette crise. Aider massivement, la Croix-Rouge, la Protection civile, entre autres, nous ont aidés dans toutes les phases qu'on a pu avoir. Ça a été une solidarité nationale. Je reviens sur ce mot-là, mais je pense que c'est un mot qui est extrêmement important parce que c'est au-delà du soin, c'est au-delà de la conception qu'on en avait. Tout le monde s'est mobilisé. Je veux dire, Christine, elle est venue nous aider, tout le monde est venu nous aider. Et ça a été une mobilisation. On pourra en reparler des applaudissements du 20h, on en discutait en off tout à l'heure. À quoi correspond-il? À quoi correspond-il? Pour les soignants, c'est encore un mystère probablement. Et donc, voilà un petit peu comment on a pu vivre cette crise. Et vous voyez qu'elle est séquencée dans des moyens et des périodes différentes, dans des choses un peu différentes. On a pu innover, ceci dit, pendant cette crise, on en reparlera peut-être. On a inventé des nouvelles choses, des nouveaux moyens, des nouveaux vecteurs, des nouvelles façons de penser, la télémédecine, des choses comme ça. Voilà un peu notre expérience, mon expérience, je suis à votre disposition pour en discuter. Oui, écoutez, bravo, je pense qu'on va d'un jour, mais un grand bravo, merci à Lionel Lamou. Parce que je vous